Nous vous invitons à écouter dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche enregistrée lundi 1er décembre 2025 avec Christian Galland, professeur des universités à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, chercheur à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est et co-directeur de la revue Études japonaises. Il y présentait en dialogue avec Marine Depléchin son ouvrage « L'école japonaise au défi des inégalités, la fin du mythe égalitariste » publié aux éditions Le Bord de l'Eau. Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir à la rencontre de notre invité Christian Galland qui est un familier de la librairie. Je le présente quand même malgré tout en quelques mots. Vous êtes donc spécialiste du Japon, vous êtes professeur à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et également chercheur à l'Institut français de recherche sur l'Asie du Sud-Est et vous êtes spécialiste de l'Asie de l'Est, pardon. Et vous êtes donc spécialiste du système éducatif japonais, plus généralement de l'enfance dans le Japon moderne et contemporain. Et le livre que vous nous présentez ce soir donc, s'intitule « L'école japonaise au défi des inégalités ». Il est sous-titré « La fin du mythe égalitariste » et il est publié aux éditions Le Bord de l'Eau. Voilà. Et donc la discussion sera animée par Marine Depléchin, que nous remercions beaucoup, et qui est doctorante à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, sous la direction de Christian Galland, me semble-t-il. Et à l'INALCO, voilà. Et je leur laisse la parole tout de suite, et merci à vous. Merci. Bonsoir à tout le monde, merci d'être venu ce soir pour la présentation de l'ouvrage. Ici, l'école japonaise au défi des inégalités, la fin du mythe égalitariste, qui est donc paru début septembre aux éditions Le Bord de l'Eau de Bordeaux. Et nous avons donc ici son auteur, Christian Galland, qui est donc professeur à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, juste à côté, et qui enseigne donc la civilisation japonaise et la langue japonaise, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui, dans la section de japonais, donc qu'il a cofondé avec Yves-Marie Aliou dans les années 1990. Il est donc également chercheur attaché à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est de l'INALCO et consacre ses recherches au système éducatif japonais depuis l'ère Meiji, donc depuis la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'aux problématiques les plus contemporaines. Un système éducatif qu'il connaît d'ailleurs très bien puisqu'il a été enseignant au Japon dans les années 1980, au collège et au lycée, si je ne me trompe pas, et à l'école élémentaire après... et l'école préélémentaire, pardon. Et il a également été chargé d'une mission d'inspection générale pour l'enseignement du japonais en France auprès du ministère de l'Éducation, plus récemment et pendant 13 ans. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai eu la chance ou pas de te rencontrer lors de ma visite de titularisation quand j'étais alors enseignante. On est là ce soir pour présenter donc ton dernier ouvrage, qui est en fait le premier livre que tu écris tout seul depuis plus de 20 ans, puisque ta dernière monographie est sortie en 2001 et c'était la publication de ta thèse. Ceci cache cependant une carrière qu'on pourrait qualifier de très prolifique. On ne compte plus les dizaines d'articles que tu as écrits, les ouvrages que tu as coécrits, co-dirigés, également les traductions. Mais cet ouvrage est un peu particulier puisque c'est donc la concrétisation ou l'aboutissement de plus de 20, voire 25 ou 30 ans de recherche. Donc, certains chapitres de cet ouvrage sont d'ailleurs construits à partir d'articles qui sont déjà publiés, qui ont déjà paru, mais que tu as donc choisi de réunir à nouveau ici et de retravailler autour d'une problématique intéressante, puisque tu as consacré une grande partie, ou plutôt tu as consacré, on pourrait même dire, tes travaux à démontrer le caractère égalitaire du système éducatif japonais
alors que l'ouvrage que tu sors s'intitule « La fin du mythe égalitariste ». Donc on pourrait s'attendre en fait à ce que tu racontes complètement l'inverse de ce que tu as écrit depuis 30 ans. Un fil conducteur qui est d'ailleurs très intéressant puisque tu as choisi l'idéologie du moyennisme pour rassembler tes travaux. Une idéologie qu'on rapprocherait plutôt davantage d'un courant uniformisateur et donc qui s'apparenterait davantage à un système égalitaire plutôt qu'inégalitaire. Donc l'ouvrage que l'on a là, et si vous l'avez eu entre les mains, vous avez vu qu'il fait plus de 500 pages. Donc c'est quand même un ouvrage assez conséquent. C'est un travail très remarquable de synthèse de données qui jusqu'à maintenant n'étaient que très difficilement accessibles en français, voire pas du tout accessibles, comme c'est souvent le cas pour ce qui concerne l'éducation au Japon en raison de la rareté en fait des spécialistes de cette problématique-là. Et donc c'est un ouvrage à partir duquel tu abordes donc la question des inégalités sous 7 angles différents, à partir des 7 chapitres qui le composent. Donc un premier chapitre du point de vue de l'eugénisme, un second depuis la perspective de la réussite des élèves, ensuite du choix de l'école, si choix il est possible de faire au Japon, du point de vue des souffrances des élèves également, bien évidemment depuis la perspective du coût de la scolarisation au Japon, du point de vue de la construction du système éducatif lui-même, un système centralisé ou décentralisé en fonction du point de vue depuis lequel on l'analyse, et enfin depuis la récente crise de la Covid qui a joué un peu le rôle de catalyseur dans la visibilisation de ces inégalités et que l'on va à présent te laisser nous présenter. Ok, merci Marine. Donc une fois de plus, je remercie surtout la librairie Ombre Blanche pour permettre aux enseignants-chercheurs locaux de venir présenter les gros ouvrages inintéressants qu'ils publient. Et je remercie aussi Joa qu'il y a des étudiants donc, qui sont encore plus masochistes puisqu'ils viennent réécouter en conférence ce qu'ils ont déjà entendu en cours 1000 fois. Je ne veux pas les traiter de masochistes, je prends plutôt cela pour de la bienveillance à mon égard, et je les en remercie. J'ai bien vu la tentative de Marine, parce que bon, elle a parlé des années 80, 90, donc on se rapproche de la fin de la carrière officielle, et donc c'est quasiment une accusation de gâtisme. En gros, puisqu'elle explique que je dis dans le livre le contraire de ce que j'ai dit pendant 30 ans à peu près, donc je vais essayer de préciser ça. Mais avant, je voudrais rebondir sur 2 ou 3 choses qu'elle a dites pour expliquer un peu mon point de vue et la manière dont je travaille sur le Japon. Effectivement, elle a dit que c'était un des premiers bouquins que je refaisais que je réécrivais tout seul entièrement. Et c'est vrai. Et c'est aussi, une des raisons, c'est que de mon point de vue, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de sujets que l'on peut traiter absolument tout seul. Donc j'ai fait avec mes collègues un ouvrage sur l'histoire du Japon, j'en ai fait un autre sur le mouvement des jeunes SEALS Occupy Tokyo. J'en ai fait un autre que j'avais présenté ici avec Yves Cadeau et Aline Héninger sur la question de l'ultranationalisme dans l'éducation au Japon. Et c'est vrai que pour tous ces sujets, en fait, ces sujets sont tellement vastes que en France, souvent, on pense qu'on est spécialiste du Japon. Mais en réalité, on est spécialiste d'un tout petit morceau du Japon. Et si on veut écrire des ouvrages, parfois, il vaut mieux s'associer avec d'autres personnes que d'essayer de tout traiter soi-même, parce qu'il y a une masse considérable de données à traiter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est importante aussi, qui pour moi souligne... met en avant un point important, c'est que, comme Marine l'a dit, il y a en fait dans ce livre, il y a 2 chapitres entièrement qui sont quasiment identiques
à leur version article qui avait été publiée il y a 2-3 ans, les plus récents. Mais tous les autres, en fait, alors il y en a 4 ou 5 qui sont entièrement nouveaux, et 2 ou 3 que j'ai dû réécrire. Et ça, c'est un point qui me paraît important. C'est que très souvent, quand on présente le Japon, ou la vision que les gens ont du Japon, c'est celle d'un pays qui ne bouge pas. C'est-à-dire, en fait, le Japon serait un pays qui n'évolue pas. Et en gros, tout ce qu'on a dit du Japon, ou que vous avez entendu sur le Japon dans les années 90, 2000, etc., ça serait toujours vrai pour aujourd'hui. En réalité, en fait, le Japon est un pays qui bouge énormément, qui évolue vraiment énormément. Et par exemple, ça je déjà dit à mes étudiants, je vais le redire là, si on prend les questions d'éducation, tout ce qui a été écrit en français sur l'éducation jusqu'aux années 2000, 2005, voire 2010, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. C'est-à-dire l'intérêt de ces articles, de ces livres qui sont parus, surtout dans les années 80-90, ce sont des livres intéressants du point de vue historique. C'est-à-dire, voilà, le système éducatif était comme ça dans ces années-là. Mais ces livres publiés avant les années 2000 et au début des années 2000, en réalité, ne reproduisent pas ou n'expliquent pas la situation actuelle du système éducatif japonais qui a, au cours des 20 dernières années, considérablement évolué. Alors, le point de vue... Au début de mon... Alors, je vous rassure, je ne vais pas résumer 550 pages ce soir. Je vais juste essayer d'avancer deux ou trois points qui me paraissent importants. Et je répondrai après éventuellement aux questions sur les sujets qui vous intéresseront le plus. En fait, au début du livre, dans l'introduction, j'ai mis 2 citations qui expliquent en fait ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage. La première citation, elle est de William Cummings, un Américain, qui, en 1980, a publié un ouvrage qui s'appelle « Education and Equality in Japan ». Et dans ce livre, il écrit lui-même « Je démontre, dans ce livre, donc « Education and Equality in Japan », comment le processus éducatif japonais favorise le changement égalitaire. » En fait, tout le livre est une ode à l'aspect au côté égalitaire du système éducatif japonais. Et la deuxième citation, elle date de 2010, elle est d'un grand sociologue japonais, Kariya Takehiko, qui écrit « Le mythe japonais d'une éducation et d'une société égalitaire est sur le point de disparaître aux portes d'une société apprenante capitaliste dirigée par les néolibéraux. » Donc, 1980-2010, on a 30 ans d'écart. Et en 30 ans d'écart, on a cette évolution, en tout cas, par les observateurs qui s'intéressent au système éducatif japonais. Dans les années 80, un système absolument, parfaitement égalitaire, vanté par les observateurs étrangers, comme par les autorités japonaises et par les Japonais eux-mêmes, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, 2010, là, patatras, le système n'est plus égalitaire. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, c'est d'essayer d'expliquer cette évolution. Alors, pour moi, la question donc, du système égalitaire, ou de l'aspect égalitaire du système éducatif japonais, il présente 2 ou 3 particularités importantes. La première de ces particularités, c'est qu'effectivement, dans les années 80 jusqu'aux années 90, puisque donc Marine l'a rappelé, j'ai enseigné dans un collège et dans un lycée, j'ai travaillé dans une école préélémentaire, l'équivalent de nos écoles maternelles. J'ai après fait des terrains dans des écoles élémentaires au Japon. Et effectivement, il y a quelque chose et donc Cummings en parle dans son livre, et tous les observateurs de l'époque le mettent en avant, tous les enfants sont traités de la même manière. C'est-à-dire, il y a cette idée que tous les enfants sont égaux, en tout, intellectuellement, physiquement, ils sont identiques. Et donc, il y a cette idée que le système lui-même doit être
parfaitement égalitaire, il doit traiter tous les enfants de la même manière. Et dans ces années-là, les Japonais sont absolument convaincus que le système dans lequel ils mettent leurs enfants est entièrement, parfaitement égalitaire. Alors, c'est assez intéressant parce que dès ces années-là, il y a des sociologues au Japon qui montrent que le système japonais n'est pas égalitaire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une façon très simple de l'évaluer à cette époque-là. C'est en gros, vous savez, l'université de Tokyo, c'est la plus grande des universités japonaises. C'est l'équivalent de... Enfin, la faculté de droit de Tokyo, c'est en gros l'équivalent de l'ENA chez nous. Hein, c'est-à-dire c'est la fabrique des élites du pouvoir japonais. Et à Todai, dans ces années-là, vous avez la moitié des enfants de Todai ont des parents qui ont fait Todai. Donc le système n'est pas égalitaire. En revanche, les Japonais, et ça moi je l'ai vu en discutant avec des parents, sont convaincus que leur système est égalitaire. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Si on veut l'expliquer en 2 mots, moi ça m'a longtemps intrigué, c'est que en fait, c'est lié à ce que j'expliquerai tout à l'heure, le système n'est pas égalitaire, mais en revanche, il est perçu comme égalitaire. Et en fait, on se rend compte que quand vous avez une population qui perçoit le système dans lequel il vit comme égalitaire, même s'il est inégalitaire, ça fonctionne. C'est-à-dire, il est accepté. Alors, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi il y avait cette conception de l'égalité. La deuxième chose qui caractérise le système japonais, c'est que justement, cette croyance dans un système entièrement, parfaitement égalitaire, elle s'effondre au tournant des années 2000. C'est ce qu'explique Kariya dans les travaux de sociologie. C'est-à-dire, à partir des années 2000, beaucoup de parents japonais et d'étudiants commencent à considérer que le système n'est plus du tout égalitaire. Et moi, ce qui m'a intéressé de voir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, pourquoi pendant aussi longtemps le système a été pensé comme égalitaire, ressenti par les Japonais comme égalitaire, alors qu'il ne l'était pas, et pourquoi tout d'un coup ça s'arrête. Donc ça, c'est un peu la motivation de l'ouvrage. Ensuite, il faut que j'explique aussi quelque chose, autre chose. Donc, j'avais déjà fait beaucoup de travaux sur des choses qui figurent dans cet ouvrage. Et il y a 4-5 ans maintenant, j'ai une collègue de Paris qui s'appelle Isabelle Konuma, qui est spécialiste de la question de l'eugénisme au Japon et qui préparait un numéro spécial pour une revue et qui m'a demandé si je voulais faire quelque chose sur eugénisme et éducation au Japon. Je n'avais jamais travaillé sur la question, je ne m'étais jamais intéressé à cette problématique. J'étais à 2 doigts de refuser, mais comme c'est une très bonne collègue, une très bonne amie, et que jusqu'ici, elle, quand je lui avais demandé de travailler avec moi sur certains sujets, elle avait toujours accepté, je ne me suis pas senti à même de refuser. Donc j'ai dit, OK, je vais le faire. Et donc, je me suis attaqué pendant une demi-année, presque une année complète, à essayer de comprendre les liens entre comment a été la question entre l'eugénisme et l'éducation. Donc, en gros, je vais faire bref sur ça. Moi, je m'attendais à travailler, en fait, quand on travaille sur les questions d'eugénisme et d'éducation en général, on travaille sur la manière dont sont gérés les enfants handicapés, en gros. La question de l'eugénisme s'adresse en général et fait partie d'une réflexion sur l'éducation du handicap et comment on gère ça. Parce que l'eugénisme et l'éducation, au départ, il y a une contradiction. C'est que l'eugénisme, en général, c'est fait pour que les enfants ne naissent pas. Donc, si on les fait naître, en fait, s'ils naissent, il n'y a pas d'eugénisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, dans l'éducation, la partie qu'il y a dans l'eugénisme, enfin, le lien le plus évident, c'était ce que je disais, ou la gestion des enfants handicapés, ou comment dans les manuels scolaires on présente les politiques eugénisme, c'est-à-dire à quoi ça sert.
Ça, en travaillant sur ça dès le départ, je pensais trouver ça. J'ai effectivement trouvé ça. Mais j'ai vraiment aussi trouvé tout autre chose. C'est-à-dire que j'ai compris beaucoup de choses, en fait, qui me manquaient pour analyser, pour avoir un tableau assez complet. Je m'explique. Je me suis rendu compte, en fait, moi, je vais le dire comme ça, il y a quelque chose qui m'avait toujours intrigué, justement, pourquoi, et là je l'avais vu, par exemple, dans les classes, pourquoi les enseignants traitent les enfants absolument de la même manière. Pourquoi, dans toutes les écoles fonctionnent sur le même modèle. Je parle des années 80-90. Hein. Pourquoi, par exemple, les enseignants ne signalent pas les enfants qui sont clairement en difficulté, voire qui ont des problèmes de comportement, qui sont aujourd'hui, on dirait, hyperactifs, etc. Et moi, quand j'en discutais avec les instituteurs, ils me disaient « Ah oui, mais on ne veut pas les stigmatiser, on ne veut pas stigmatiser les parents, si on les montre du doigt, ça pose problème, etc. » Bon, j'accepte les explications, mais il y avait quand même quelque chose que je comprenais pas là-dedans. Et en fait, en m'intéressant à la question de l'eugénisme, je me suis rendu compte qu'en fait, Isabelle Connoy parle de régime eugéniste, c'est-à-dire le régime de l'après-guerre, c'est un régime encore eugéniste. On n'est plus dans l'eugénisme qui vise à éliminer, à faire une race de Japonais supérieurs comme avant-guerre, mais on est dans un eugénisme qui vise à éliminer, en fait, tout ce qui peut poser problème, tous les enfants qui pourraient poser problème, à la fois à eux-mêmes s'ils grandissent, mais aussi aux parents et à la société. Et ça, c'est des éléments que... Alors, je peux en parler que très rapidement, je le développe très longuement dans l'ouvrage. C'est quelque chose, en fait, qui aboutit au résultat suivant. L'idée qui s'impose après-guerre au Japon, c'est que si un enfant naît, c'est forcément, alors on va mettre des guillemets partout, c'est forcément un enfant normal, sain, et qui partage absolument les mêmes capacités que les autres. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que ça, c'est le point de départ. Et si vous avez cette idée en tête, vous vous rendez compte que, du coup, on peut comprendre pourquoi les enseignants traitent tous les enfants de la même manière, puisque de fait, puisqu'ils sont nés, ils sont égaux. Et de la même manière, on ne va pas stigmatiser des enfants, parce que si on les stigmatise, alors on ne va pas stigmatiser volontairement, mais on ne va pas signaler, par exemple, à des psychologues, à des médecins, des enfants qui auraient des difficultés. De toute façon, ces statuts-là n'existent pas dans l'éducation publique au Japon avant les années 2010. On ne va pas les signaler parce que si on les signale, de fait, on montre aux parents qu'ils ont laissé naître des enfants qui n'auraient pas dû naître. Je sais que c'est dur à entendre, hein, mais ça veut dire que quand vous êtes dans un régime eugéniste, si vous avez des enfants et si vous les laissez naître, parce qu'au Japon, il n'y a pas du tout les tabous de péché, d'avortement, tout ça. Hein. On n'est pas dans une société qui fonctionne comme ça. Donc, si vous laissez naître des enfants, ça veut dire que ce sont des enfants sains. Si ce sont des enfants sains, ça veut dire qu'ils ont tous les mêmes capacités. Et du coup, moi, alors là je le fais court, hein, mais j'explique beaucoup plus en détail comment ça fonctionne. À partir de là, moi, ça m'a permis de remettre en place tout un tas de choses que je comprenais individuellement, mais que j'arrivais pas à mettre ensemble. Par exemple, dans le livre de Cummings et dans beaucoup d'auteurs de ces années-là, hein, on vous dit, par exemple, que les enseignants, ce que je disais, traitent tous les enfants de la même manière. Entre les écoles, entre les classes, il y a une très grande uniformité d'enseignement, de pratiques, sans distinction entre les élèves. On va vous dire aussi que, par exemple, les parents
s'investissent énormément au Japon de manière très forte dans le devenir de leurs enfants. On va vous dire aussi plus précisément, par exemple, que les variables locales dans ces années-là, ou les variables sociales, revenus des parents, etc., ne jouent pas énormément, au niveau en tout cas de l'école élémentaire et du collège, sur les performances des élèves. Cummings, par exemple, fait la liste de tout ça et dit « Waouh, le Japon, il arrive à faire ce qu'on ne fait pas ». Sauf qu'il n'explique pas pourquoi. Et le problème, c'est que dans ces années-là, on explique ça. Par exemple, moi, le truc, les enseignants traitent tous les enfants de la même manière, exactement de la même manière. En fait, ils refusent de voir les différences qu'il peut y avoir dans leur rythme de travail, dans leur capacité, dans leur intelligence, entre guillemets, dans leur comportement, dans leur activité. Il y a un refus absolu de voir ça. Alors, deux façons de l'expliquer dans ces années-là. Première façon, culturaliste. Ben, c'est comme ça parce que c'est japonais. Et souvent, c'est ce qu'on comprend de ces livres-là, de ces livres écrits dans ces années-là. Et l'autre explication, qui est encore plus fumeuse, c'est l'influence du confucianisme. Donc, pour moi, c'est deux explications qui ne tiennent pas du tout. D'ailleurs, le confucianisme ne peut pas expliquer pourquoi les enseignants dans les écoles traitent tous les enfants de la même manière. Donc, il fallait essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, le raisonnement... Moi, l'hypothèse que je défends dans ce livre, que j'essaie d'expliquer, c'est le suivant. C'est-à-dire que si vous avez la conviction partagée par tous les acteurs de l'éducation, parents, enseignants, autorités, si vous avez la conviction que tous les enfants, au départ, ont les mêmes capacités, si vous mettez en place un système éducatif, qui est le système éducatif japonais qui a été mis en place dans les années 50, qui donne à tous les enfants exactement la même chose. D'accord ? Eh bien, ce qui va distinguer les enfants entre eux, ça va être l'effort. Ça ne va pas être l'intelligence, ça va être, puisqu'ils ont la même intelligence, ça va être les efforts qu'ils vont fournir et que les autres ne fourniront pas. Et ça concerne à la fois les enfants, mais aussi les parents. C'est-à-dire que les parents, si vous voulez, si vous avez un enfant qui prend du retard, qui a de mauvais résultats, qui n'a pas d'aussi bons résultats qu'il pourrait avoir, eh bien, il n'y a que deux raisons possibles dans ce système-là. L'enfant n'a pas fourni assez d'efforts et les parents n'ont pas offert à l'enfant un cadre, on va dire, intellectuel, culturel, social, financier, qui lui permettent d'acquérir, enfin de fournir les mêmes efforts que les autres. Et donc, si vous mettez ces éléments entre eux, vous vous rendez compte qu'en fait, les parents japonais, dans ces années-là, vont d'autant plus facilement accepter le caractère égalitaire de l'éducation que les différences qui apparaissent entre les enfants, en fait, sont le résultat de leur responsabilité. Puisque soit ils ont laissé naître des enfants qui n'avaient pas les capacités d'être des enfants et de futurs adultes, soit, une fois que ces enfants sont nés, ils ne leur ont pas fourni un cadre donc culturel, socio-économique, ou tout simplement moral, ils ne les ont pas assez incités à faire des efforts, à travailler comme les autres. Puisque si vous avez, donc je le redis, si le matériau brut est le même à la naissance, si le travail qui est fait sur ce matériau brut, c'est le même dans toutes les écoles, bien, les différences qui apparaissent ne peuvent venir que du matériau. D'accord ? Et donc, c'est ce qui faisait que... Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, qui rendait ça acceptable pour les parents, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte, on va dire, économique du Japon dans ces années-là. C'est que
dans ces années-là, en fait, donc les années 70, 80, 90, enfin début des années 90 jusqu'à l'éclatement de la bulle économique, qui va tout changer, dans ces années-là, en fait, les parents japonais, donc si vous suivez la logique que j'ai développée, ils aident, donc ils font ce qu'ils peuvent pour faire que leurs enfants soient les plus performants possibles. Ils y arrivent pas. Ils comprennent que si leurs enfants n'y arrivent pas, c'est que leurs enfants n'ont pas fourni assez d'efforts, voire qu'eux-mêmes ne leur ont pas fait fournir assez d'efforts. Et donc, ils acceptent la responsabilité, et ils l'acceptent d'autant plus facilement que dans ces années-là, avec l'augmentation du niveau économique du Japon, même des enfants qui échouent à atteindre les vœux les plus ambitieux de leurs parents ont quand même une meilleure vie économique, sociale, que leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a une telle progression du niveau de vie au Japon que dans ces années-là, les générations d'enfants, de jeunes, ont des vies qui sont économiquement plus agréables, ils ont un niveau de vie, en gros, qui est supérieur à celui de leurs parents. Même s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, même si vous n'allez pas jusqu'à Todai, vous avez un niveau de vie qui, dans tous les cas, va être le meilleur possible. Et donc, pour moi, là, on a une des clés d'explication de pourquoi les Japonais sont convaincus que le système est égalitaire. Ils sont convaincus qu'il est égalitaire parce que, en fait, la responsabilité de l'échec, elle repose sur les individus et leurs familles, et non pas sur le système. Nous, en France ou en Europe, la plupart du temps, en fait, chez nous, par exemple, l'idée qu'un système éducatif est inégalitaire, elle se répand à la population de manière concomitante à la création de ce système éducatif. C'est-à-dire, en gros, même pendant la Troisième République, même après-guerre, le plan Langevin-Wallon, etc., ou dans les années 60 chez nous, tout le monde sait qu'il y a une reproduction des élites. Donc, on sait que le système est inégalitaire. Or, au Japon, cette idée-là, dans ces années-là, elle n'est pas activée, en fait. Donc, elle n'est pas activée parce qu'il y a cette idée que si inégalité il y a, elle ne dépend pas du système, elle dépend des individus. Ça, c'est le premier grand point que j'essaie de développer dans le livre. Le second grand point, en fait, c'est que j'ai essayé de caractériser ce qu'était, alors je reviens à la question la remarque de Marine du début, qu'est-ce que c'est que l'égalitarisme japonais en matière d'éducation? Alors, première petite remarque, sur le plan lexical. Il ne faut pas confondre déjà égalitarisme et égalité. L'égalitarisme, en fait, c'est je donne exactement la même chose à tout le monde. Et donc, ça peut avoir des conséquences inégalitaires. L'égalité, c'est plutôt de donner à chacun des choses différentes pour qu'au final, ils réussissent tous de la même manière. Vous voyez ? Donc parfois, la conception de l'égalitarisme, elle peut être, elle est opposée à l'égalité en fait. Hein. Si vous tapez sur Internet, vous avez des dessins qui illustrent ça très bien. Hein. Vous imaginez un petit garçon, un garçon moyen, un grand garçon qui sont devant une barrière qui est fermée. Si vous mettez à tous le même tabouret, ben le petit, il ne verra rien quand même. Si vous voulez, ça c'est l'égalitarisme. On met le même tabouret à tout le monde. En revanche, si vous mettez des tabourets plus grands en fonction de la taille des enfants, par exemple, eh bien vous arrivez à ce que tous voient la même chose. Ça, c'est l'égalité en éducation. Donc, la question de l'égalitarisme au Japon, en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est que, en fait, elle repose sur... On ne peut pas définir l'égalitarisme tel qu'on le ferait chez nous. C'est-à-dire, on est obligé de prendre en compte différentes caractéristiques qui vont, au final, donner la conception que les Japonais ont de l'égalitarisme ou de l'égalité des chances. Alors, la première chose, moi, dans le livre, il fonctionne autour de cinq principes.
Premier principe, c'est l'égalité, ce que j'appelle, c'est la base, le plus courant, on a ça chez nous aussi, hein, c'est l'égalité d'accès. Donc l'égalité d'accès, c'est de dire que, ça c'est la Constitution qui le pose au Japon, comme c'est dans le même cas en France, hein, en gros, les garçons et les filles ont tous droit à une éducation, d'aller à l'école élémentaire, au collège, au lycée, etc. Donc ça, c'est posé par la loi. Donc ça, bien sûr, ça existe au Japon. La deuxième chose, qui fonctionne au Japon, c'est ce qu'on appelle l'égalité de traitement. Donc l'égalité de traitement, c'est ce qui se rapproche le plus de l'égalitarisme que je viens de vous expliquer, c'est qu'en gros, on va traiter tous les enfants de la même manière. Et là, il y a une dimension qui est importante au Japon, c'est que dans l'immédiate après-guerre, ceux qui ont mis en place, alors, parce qu'il y a l'idée, il y a quelques semaines, il y avait Michael Luken qui était venu ici expliquer son livre sur les occupants, la manière dont les Américains avaient occupé le Japon. Et il expliquait que, en fait, la constitution japonaise, elle n'est pas imposée par les Américains. La constitution japonaise, il y a des Japonais qui ont travaillé à cette constitution. Et les premières lois d'éducation qui sortent se veulent absolument démocratiques et égalitaires, mais elles n'imposent en aucune manière de traiter tous les enfants de la même manière. Cette idée qu'on va traiter tout le monde de la même manière, au Japon, ça s'impose à la fin des années 50. Pourquoi ? Pas du tout par rapport à une conception de l'enfance ou de l'individu, mais parce que dans ces années-là, le gouvernement japonais, l'État, le gouvernement japonais, se trouve devant une situation extrêmement complexe. Si vous connaissez un peu l'histoire du Japon, vous savez qu'à partir du milieu des années 50, en fait, si je schématise, c'est en gros les politiciens de l'avant-guerre et de la guerre, qui n'ont pas été donc pendus, ou donc on a pendu très peu, hein, il n'y a qu'une dizaine qui sont accusés, sont ces mêmes politiciens qui reviennent au pouvoir. Donc en gros, ce sont les politiciens qui ont mené le Japon à la guerre et dirigé le Japon dans les années d'avant-guerre et de guerre, qui reviennent au pouvoir à partir des années 50. Alors dans une version, milieu des années 50, dans une version beaucoup plus soft, plus du tout nationaliste, plus d'impérialisme, tout ça. Mais c'est les mêmes personnes. Donc en gros, si on fait des catégories très vite, ce sont des gens de droite, voire d'extrême droite. Et ils ont un gros problème. C'est que dans ces années-là, le corps enseignant est à 99% à gauche, voire à l'extrême gauche. Et donc, le pouvoir politique, il a un souci, c'est comment contrôler les enseignants. Comment contrôler ce qui est enseigné dans les écoles. Et là, ils vont faire un tour de force sur le plan politique qui est assez remarquable, si je puis dire, avec des guillemets, c'est qu'ils vont prendre les principes d'égalité de la Constitution pour imposer des contenus d'enseignement identiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont mettre en place un système de directives officielles, comme on a nous nos programmes d'enseignement, qui vont s'imposer à tous les enseignants, mais beaucoup plus fort que chez nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de... un enseignant qui ne suivrait pas les programmes serait hors la loi. Deuxième chose, ils vont priver le corps enseignant de toute liberté pédagogique. Et comment ils vont faire ça ? Ils vont faire ça en disant que puisque les directives doivent s'appliquer à tous les... le contenu doit s'appliquer à tous les enseignants, eh bien, on va les aider en fabriquant des manuels scolaires que l'État va contrôler et dont l'usage sera obligatoire dans toutes les écoles. Donc, en faisant des directives qui ont valeur de loi, en imposant des manuels qui nécessitent une homologation du ministère pour que leur contenu soit validé, et en privant les enseignants de liberté pédagogique, ce que les lois, par contre, de l'immédiate après-guerre ne faisaient pas,
eh bien, le gouvernement va, au nom de l'égalité, imposer un traitement identique à tous les élèves. Alors, comme je l'ai dit, il y a vraiment cette idée de contrôle des enseignants derrière. Il y a une autre idée qui est moins machiavélique, qui est que dans ces années-là, en fait, et ça c'est à l'avantage des Japonais, on peut dire, si ce que je viens de dire juste avant était un peu au désavantage, c'est qu'en fait, les Japonais, le gouvernement japonais dans les années 50 est peut-être un des tout premiers, dans ce qui va devenir les grands pays industrialisés, il est un des tout premiers à comprendre que la puissance économique, dans ces années-là, la puissance économique nécessite d'avoir des ouvriers entièrement lettrés dans lecture, écriture, calcul. Et donc, le Japon va atteindre très tôt, dans ces années-là, des taux de littératie, donc, ou de numératie, comme on dit aujourd'hui. Donc, savoir lire et écrire, c'est quelque chose, les apprentissages de base sont extrêmement bien diffusés à l'ensemble de la population. Et donc, le monde économique, les entreprises peuvent s'appuyer sur des ouvriers qui n'ont aucun problème avec l'écrit et qui donc vont pouvoir lire des consignes, etc., etc. Donc ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, parce qu'on a l'idée que, mais peut-être pour les plus anciens, si vous regardez, si vous vous souvenez quand en France on va changer les règles du baccalauréat, on a tout un discours dans ces années-là sur le Japon. Moi j'ai retrouvé beaucoup d'articles où on vous explique qu'au Japon, les voitures sont construites par des ouvriers qui ont le bac. C'est-à-dire qui ont fini l'école, qui ont fini le lycée. Cette idée. Il n'y a jamais eu de bac au Japon, mais ça nous entraînerait trop loin. Donc, il y a cette idée-là. C'est-à-dire que la puissance économique du Japon, dans ces années-là, repose, en fait... Donc, si je résume, cette idée de traitement égalitaire, elle avait deux fonctions. Mettre au pas les enseignants et être sûr qu'ils n'enseigneraient pas des choses que le gouvernement ne voulait pas voir enseignées dans les écoles, et ensuite, donc, produire des ouvriers, des employés, qui auraient toutes les capacités pour permettre le développement de l'économie au Japon. Donc ça, c'est deux points. Donc, si je résume, égalité d'accès, égalité de traitement. Il y a un autre concept que j'ai pour le coup, alors créé entre guillemets, même si... parce que moi, ça ne me suffisait pas pour analyser la situation japonaise, il me manquait quelque chose. Donc j'ai créé le concept d'égalité d'antécédents. Qu'est-ce qu'il y a dans cette égalité? Alors, autre chose. Si vous lisez les travaux des sociologues français qui se sont posés sur ces questions de l'égalité, de la méritocratie, il y a un troisième concept en France qui apparaît, qui n'est pas du tout mobilisé au Japon. En France, par exemple, dans les travaux de Marie Durubella, de François Dubé ou d'autres sociologues, il y a aussi la question de l'égalité de réussite. Là, au Japon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mobilisé. On ne trouve quasiment pas d'occurrence de ce terme-là dans les textes sur l'éducation au Japon. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi cette égalité d'antécédents? Dans cette égalité d'antécédents, il y a deux choses. La première chose, elle est liée à ce que j'ai déjà évoqué, qui est l'eugénisme. C'est-à-dire, par antécédent, ça veut dire que tous les enfants, à la naissance, ont les mêmes capacités. Ça, c'est un principe posé dans ces années-là. Capacités intellectuelles, morales, physiques. Et donc, toutes les distinctions qui vont apparaître entre eux ne sont que le fruit de l'effet de la famille ou des efforts fournis ou non fournis par les enfants. Dans l'égalité d'antécédents, il y a aussi autre chose qui est là et beaucoup plus spécifique au Japon et qui est assez parfois compliqué à comprendre chez nous. C'est qu'en fait, au Japon, on va considérer, par exemple, je vais vous donner un exemple pour expliquer comment ça fonctionne. On va considérer que puisque tout le monde a le même point de départ, tout le monde reçoit le même enseignement, si vous évaluez, au moment où vous évaluez les enfants ou les individus entre eux, vous devez être sûr que le mode d'évaluation que vous allez utiliser va porter
sur des choses qu'ils auront tous étudiées au même moment. Peut-être pas très clair. Je peux le dire de deux manières. Première manière, la quasi-totalité de nos épreuves du baccalauréat ne sont jamais utilisées au Japon pour évaluer les élèves. C'est-à-dire que si, par exemple, vous demandez à des élèves de faire une rédaction, d'accord, de faire une dissertation, de faire un commentaire de texte, avec des questions du style « Quel est votre avis ?», développer vos arguments, ces questions-là ne vont absolument pas apparaître dans les modes d'évaluation du Japon. Pourquoi ? Parce que les Japonais vont considérer qu'il y a une subjectivité de l'élève qui va écrire, qui va se doubler d'une subjectivité du correcteur qui va corriger. Et donc, il y a une rupture d'égalité. Il y a une rupture d'égalité. Et donc, ça veut dire que les modes d'évaluation qui vont être privilégiés au Japon vont être bien le QCM, le par cœur, le trou à compléter, le mot à la place du mot, l'explication, mais sans jamais s'écarter de ce qui est sûr que tout le monde a participé, a appris en même temps. Pardon. Je vous donne un autre exemple, puisque Marine a rappelé que pendant 13 ans, j'ai eu la mission d'inspection générale. La mission d'inspection générale pour l'enseignement du japonais, il y a quelque chose en France qui s'appelait l'OIB, Option internationale du baccalauréat. En gros, dans ce baccalauréat qui est purement français, il y a, avec certains pays, des accords qui font que 2 épreuves sont passées dans la langue du pays. Et donc, par exemple, pour l'OIB japonais, il y avait l'histoire géo et il y avait la langue et littérature. Et ces épreuves-là, elles étaient entièrement en japonais. Mais comme il y avait un accord avec le ministère, quand les sujets du bac étaient fabriqués, ils étaient fabriqués sur les modèles écrits en japonais, mais fabriqués sur les modèles français. Et donc, vous aviez, par exemple, à partir de cette phrase de Kawabata sur l'individu, développer l'idée d'individu dans la société japonaise en vous appuyant sur le livre de Kawabata, vos lectures, ce que vous avez vu avec vos professeurs et vos lectures personnelles. Voilà le sujet. On envoyait les sujets au ministère japonais, pas pour qu'il les valide, mais pour qu'il donne un avis. Et il revenait tous les ans avec le bout de phrase qui était, en vous appuyant sur vos lectures personnelles, barré. Parce que les lectures personnelles, elles étaient différentes suivant les enfants. Et donc, si vous évaluez les mêmes enfants sur des lectures différentes, vous ne pouvez pas avoir un jugement qui va être juste. D'accord ? Et donc, ça, c'est aussi une des conséquences de ce que j'appelle l'égalité d'antécédents. C'est-à-dire que vous ne pouvez évaluer, donc Marine, c'est beaucoup mieux que moi ces questions-là maintenant, vous ne pouvez évaluer que si la connaissance a été distribuée de la même manière, dans les mêmes mots, au même moment. C'est pour ça que, par exemple, au Japon, pour les épreuves de concours d'entrée, vous n'avez pas, par exemple, de programme. Si je reviens à l'exemple de l'OIB, par exemple, l'OIB d'anglais, vous avez de Shakespeare, Ezra Pound, vous avez des bouquins entiers donnés à lire. Dans l'OIB japonais, vous n'avez que des toutes petites nouvelles. Parce qu'il faut que tous les enfants qui le préparent aient vu mot à mot la même chose. D'accord ? Donc, il y a cette chose-là. Donc ça, c'est la 3e dimension de l'égalitarisme japonais. Après, il y a 2 autres dimensions, une que Marine a évoquée et une dont on n'a pas encore parlé. La 2e dimension, la 4e dimension, c'est ce que j'ai appelé le capabilisme. Alors, j'ai dû forger un mot un peu particulier, parce que, en fait, c'est le mot japonais noryoku shugi. Donc, noryoku shugi, en général, c'est traduit par méritocratie. De l'anglais, c'est un équivalent. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout parce que
la méritocratie, par exemple, telle qu'on la comprend chez nous, c'est en gros dire que le pouvoir que vous allez obtenir dépend de vos mérites. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez fourni des efforts, vous avez atteint un tel niveau, et donc vous obtenez un poste qui va être lié aux efforts que vous avez montrés. Au Japon, en fait, on n'est pas du tout dans cette logique. Donc, on n'est pas dans si vous voulez, au Japon, le Noryokushugi, il ne peut pas être traduit par méritocratie parce qu'il ne désigne pas du tout un lien entre le mérite et le pouvoir ou la puissance obtenue, mais entre les capacités ou le talent d'un côté et puis la reconnaissance par la société ou la valeur qu'on accorde à l'individu. D'accord ? Ça veut dire que au Japon, la valeur d'un individu dépend de ce qu'il est capable de faire pour lui-même et pour les autres. Un individu qui ne serait pas capable, c'est-à-dire qui n'aurait pas une fonction dans la société, qui n'apporterait pas quelque chose à la société, sa valeur ne peut pas être reconnue au travers de ce concept. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de l'eugénisme. Dans la lutte au Japon, qui a eu les gens qui s'opposaient aux politiques eugénisme et à la volonté de garder en vie et de soutenir les parents qui avaient des enfants handicapés, tous les groupes anti-eugénisme étaient aussi anti-Noryokushugi. C'est-à-dire que, parce que les deux questions étaient liées, pour montrer qu'on est capable de quelque chose au bénéfice de la société, il faut être capable d'être capable. Or, un enfant qui naîtrait avec un handicap, il a cette capacité ou cette capacité qui est plus du tout la même qu'un enfant normal, entre guillemets. Et donc, il y avait ce lien, c'est-à-dire qu'il faut être capable il faut montrer qu'on peut faire des choses au bénéfice de soi-même, mais aussi au bénéfice de la société. Et donc, ce Noryokushugi, en fait, ce capabilisme qui structure vraiment le monde de l'entreprise au Japon, mais aussi de l'école, il était très lié au point que j'ai abordé, puisqu'en fait, l'école devait fabriquer des enfants capables d'être capables. Et cette capacité devait donc se montrer, devait au final servir à tout le monde. Et donc la valeur d'un individu au Japon, elle n'est pas liée à ses capacités intrinsèques ou à ses talents ou à sa créativité ou à son imagination, elle est liée à ce qu'il apporte aux autres. D'accord ? Donc ça c'est la quatrième composante. Et la cinquième composante, c'est ce que j'ai appelé le moyennisme. Alors le moyennisme, ça existe, hein. C'est un mot qui a été créé, qui a été utilisé par un grand économiste qui s'appelle Karl Polanyi. Et le moyennisme, en fait, il l'utilise pour désigner, donc c'est un texte qu'il écrit, je crois, dans les années 50, et il est aux États-Unis, et il est effrayé de voir la manière dont les Américains, majorité des Américains, font tout pour ressembler aux autres. Et il définit ça par moyennisme, et il appelle moyennisme, et il le définit en disant, c'est le moyennisme, donc c'est le désir de ressembler à son voisin en tout point, et la peur d'en être différent de quelque manière que ce soit. Donc, dans la société américaine, Polanyi dénonce cette tendance des Américains dans les années 50, mais c'est une tendance, on le comprend, qui relève de l'individu. C'est-à-dire, je veux être comme les autres, en fait. Donc, il dit, les gens tendent à être moyens. Là où ça m'intéresse pour le Japon, c'est qu'en fait, au Japon, c'est pas une tendance... comment on peut dire ? Ça ne naît pas de naître de l'individu, ça naît de l'école. C'est-à-dire que c'est l'école qui, au Japon, pousse les individus à être moyens. Comme ça paraît violent de le dire de cette manière, mais ça a deux dimensions à nouveau. La première, alors là,
faudrait entrer beaucoup dans les détails, donc je vais faire simple. La première, c'est qu'en fait, au Japon, vous avez ce moyennisme, il prend deux dimensions. Il prend une dimension académique ou scolaire, si vous voulez, et il prend une dimension comportementale ou humaine. Sur l'aspect scolaire, ça veut dire, si je le fais de manière simple, vous êtes tous allés à l'école, au lycée, etc., vous aviez des notes, c'était les notes que vous aviez obtenues vous-même en passant les épreuves de maths, de français, etc. Au Japon, l'école produit ces notes-là, mais ce que l'on répercute aux parents et aux étudiants, aux élèves, ce n'est pas simplement cette note brute, c'est l'écart qu'il y a entre la note obtenue et la moyenne des autres élèves. C'est-à-dire qu'au Japon, on ne va pas évaluer un individu, je fais court là, on ne va pas évaluer un individu pour ce qu'il est capable de produire ou d'obtenir comme résultat, mais on va l'évaluer par rapport à l'écart qu'il y a entre lui et la moyenne de tous les autres. Alors là, je suis obligé de le dire vite, mais ça veut dire que ça ne produit pas du tout le même type d'individu. Ça ne produit pas du tout, il n'y a pas du tout la même conception de la valeur des individus. Si vous prenez, pour le dire vite, le système d'évaluation français ou d'autres pays européens, et puis le système d'évaluation des Japonais. C'est-à-dire que, par exemple, dans une classe, donc là, je fais sur ce sur quoi travaille Marine, mais en gros, même si ça a changé aujourd'hui avec des difficultés, par exemple, jusqu'aux années 2000, c'est ça, jusqu'au début des années 2000, en fait, la note ou les évaluations que reçoivent les parents, ce ne sont pas les notes brutes de l'enfant obtenues en test, c'est l'écart qu'il a par rapport donc à la moyenne des autres. Et c'est un écart qui doit absolument être réparti en fonction d'une courbe et de pourcentage, donc courbe de Gauss, hein, en gros 5%, 5 aux extrémités, 18 et 35. Donc en gros, dans une classe, vous êtes obligé d'avoir une majorité de moyens et vous êtes obligé de répartir, l'enseignant, l'école est obligé de répartir les enfants dans ces catégories. Donc on va se situer toujours par rapport à la moyenne. On ne va pas se situer. Donc ça veut dire au passage que si vous êtes dans une très bonne école, si vous êtes avec une école d'élite, vous aurez quand même un ventre mou qui sera moins bon que les très bons. C'est-à-dire dans ce système de notation, d'évaluation, vous ne pouvez pas avoir 80% de très bons. Ce n'est pas possible. Même s'ils obtiennent des résultats équivalents, ça se joue au demi-quart de point, etc., il faut quand même cette répartition. Ça, c'est la première dimension. Donc, en fait, il y a toujours ce rapport à la moyenne. La deuxième chose, c'est, je disais, dans les aspects, on va dire, sur le comportement. Et là, on entre dans ce qui est un peu mieux connu chez nous par rapport au Japon, c'est l'uniforme scolaire. Alors chez nous, on a un débat, l'uniforme ou pas l'uniforme, mais au Japon, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'au Japon, jusqu'aux années 90-2000, ça s'atténue un peu aujourd'hui, mais ça reste quand même assez fort. Ce n'est pas simplement l'uniforme qui est imposé aux enfants, aux élèves. C'est la couleur des cheveux, c'est la coiffure, c'est le type d'objet qu'on peut amener à l'école, c'est pour les filles la couleur des sous-vêtements, c'est le type de lunettes, c'est la manière de marcher dans l'école, la manière de marcher, de monter en vélo, ça va jusque-là. Et donc on a une très forte identification en fait il faut faire comme les autres en fait. Le système pousse à ça. Donc voilà en gros ce que j'ai essayé de faire de manière beaucoup plus détaillée, parce que j'ai dû consacrer, parce que vous imaginez que pour présenter ce genre d'idée,
je ne peux pas faire ça en 20 pages. Il faut au contraire expliquer, montrer, amener des arguments. J'ai aussi beaucoup traduit ce que disent les Japonais, parce que ce n'est pas juste mes idées à moi. Hein. Je m'appuie sur des critiques, comment on peut dire, des jugements, des études qui existent au Japon. Et donc, juste pour finir, le livre, en fait, je l'ai construit en 2 parties. Les 4 premiers chapitres, en fait, essaient d'expliquer en détail ce que je viens de dire. Le premier porte sur l'eugénisme et son lien avec l'éducation. Le second porte sur la manière dont l'État a organisé cette éducation de traitement et donc le contrôle des enseignants, des élèves. Le troisième chapitre porte sur l'existence en fait comment on peut dire, d'une résistance à l'égalitarisme. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais aucune société n'est égalitaire, on est d'accord. Donc, si vous avez une école qui est entièrement égalitaire, où se fait la distinction entre les enfants? Bien, elle se fait en dehors de l'école. Et donc, c'est pour ça qu'au Japon, vous avez toute une institution, une industrie, enfin, c'est pas une institution, c'est une industrie, donc les fameux Juku, Yobiko, etc., qui vont, en fait, être le lieu où la distinction entre les gens va se faire, c'est-à-dire là où on va prendre de l'avance par rapport à la moyenne qu'impose l'école pour être plus rapidement et plus facilement arriver au niveau exigé par les concours, ou alors où, comme l'école vise toujours un niveau moyen, où on va aller essayer pour les enfants en difficulté de rattraper le retard. C'est-à-dire que la différence intellectuelle, scolaire, elle est externalisée au système éducatif. Le 4e chapitre, il porte en fait sur la question des règlements scolaires, en gros, et parce que ce système, bien sûr, au Japon, je ne l'ai pas abordé, mais plus il va devenir coercitif, alors oui, nous on voit comment on peut dire, le système japonais, il a produit des résultats positifs. C'est-à-dire le principal résultat positif du Japon, c'est d'avoir scolarisé, d'avoir fait arriver l'ensemble de la population à un niveau moyen de connaissance qui est, la plupart du temps, supérieur aux autres sociétés. Et donc, dans le 4e chapitre, ça, pour moi, c'est acquis, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est à quel prix? C'est-à-dire que vous avez au moins 3 phénomènes, 4 au Japon, qui, au fur et à mesure que cette puissance, que la machine, cette machine a fabriqué donc des individus capables d'être capables, moyens, etc., vous imaginez bien que si vous étiez dans une telle lessiveuse, tous les individus n'acceptent pas ça. Et donc au Japon, vous avez par exemple, qui augmente de manière mais quasiment exponentielle, pas exponentielle, il ne faut pas utiliser, mais qui augmente considérablement ces dernières années, enfin, depuis 30 ans, en fait, il n'y a aucune baisse, c'est le taux d'enfants qui refusent d'aller à l'école, le taux d'enfants qui harcèlent ou est harcelé, le taux de suicide et le taux de violence scolaire. Violence entre enfants, violence des enseignants envers les enfants et violence des enfants envers les enseignants. Ces 3 chiffres, ces 4 statistiques-là sont en constante augmentation. Il n'y a jamais eu de pause. Hein, Donc, les 4 premiers chapitres expliquent cette situation. Et les 3 derniers essaient d'expliquer le creusement des inégalités. Parce qu'en fait, ce qui va se passer au Japon, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éclatement de la bulle dans les années, donc au début des années 90, qui va mettre 4-5 ans à avoir un effet sur la population. Mais à partir de l'éclatement de la bulle, tout ce système va s'écrouler, puisque en fait, les Japonais vont se rendre compte que l'emploi à vie n'existe pas, que finalement avoir un boulot après l'université, c'est pas comme avoir un boulot il y a les années d'avant ou la génération des parents. Les boulots ne sont plus garantis, ou le niveau, la sécurité, le confort social ne sont plus du tout garantis si on fait des études. Et les parents vont se rendre compte qu'en fait, leur niveau de revenus baissant, ils ont de plus en plus de mal à
financer, à traiter, à permettre à leurs enfants d'avoir le niveau général. Et c'est là où je disais qu'en 10 ans, cette idée du système égalitaire, elle s'écroule. Donc ça, c'est le premier ou le 6e, je crois, non, 5e chapitre. Après, j'ai fait aussi autre chose, et là, je vais juste en dire un mot, parce que moi, je souhaite que vous partiez au moins, peut-être la seule chose que vous retiendrez de mes propos confus. Tout le monde sait que l'éducation au Japon coûte cher. Tout le monde a cette idée. Mais moi, j'avais l'idée que les gens, les Français, n'imaginaient pas ce que ça voulait dire coûter cher. Parce que nous, si on a nos étudiants, hein, au fond, acheter un dico, ça coûte cher. Hein, donc on ne va pas acheter un dico. Et l'université, si elle passe de 300 € à 400 €, ça coûte cher. D'accord ? Donc ça, c'est notre idée de la cherté en France, qui a ses arguments. Hein. Je ne dis pas qu'il faut augmenter tout ça. Au Japon, le coût, si vous avez un enfant au Japon, le coût le moins cher sur le plan scolaire, c'est-à-dire de l'école préélémentaire jusqu'à l'université, tout dans le public. Tout dans le public. Ça vous reviendra au minimum à 63 000 € par enfant, auquel il faudra ajouter, quand il sera à l'université, environ entre 10 000 et 25 000 € pour le logement, le dortoir, etc. Si vous avez un enfant qui a le parcours le plus fréquent au Japon, c'est-à-dire, en gros, école préélémentaire privée, parce qu'on manque d'écoles préélémentaires publiques, donc privée, école élémentaire, collège, lycée public, université privée, ça vous coûtera à peu près, en tant que parent, 80 000 € par enfant pour les sciences humaines, s'il va en fac de sciences humaines, 90 000 € s'il va en sciences, 300 000 € s'il va en médecine. Si vous avez le plus cher, c'est-à-dire vous élevez vos enfants entièrement dans le privé, de l'école préélémentaire à l'université, ça vous coûtera environ 325 000 €. Après, il ne faut pas se demander pourquoi les Japonais font peu d'enfants. Hein, c'est-à-dire que vous devez, en tant que parent, vous projeter. Hein. Donc, à minima, 63 000 €. Avoir un enfant, ça vous oblige à économiser 63 000 €. Et encore, comme je dis, s'il fait tout dans le public. Mais les universités publiques, c'est les plus difficiles pour entrer. Donc ça veut dire qu'il faut que votre enfant, votre garçon, votre fille ait un niveau qui soit très élevé. Niveau de scolaire. Parce que la plupart du temps, il va entrer dans une université privée. Et là, c'est au minimum un tiers plus cher. Donc j'ai détaillé tout ça dans un chapitre parce que je voulais que ça existe, en fait. Qu'on sache vraiment de quoi on parlait quand on parlait de la cherté de l'éducation au Japon. Et le dernier chapitre, en fait, il évoque le traitement de la Covid, la crise de la Covid au Japon, parce que sur le plan éducatif, sans faire de jeu de mots avec le Japon, ça a été un véritable tremblement de terre. C'est-à-dire que les Japonais, au moment de la Covid, ont compris que leurs enfants n'étaient pas traités de la même manière dans le public que dans le privé, que les moyens n'étaient pas du tout répartis de la même manière. Si je le dis en gros très vite, les enfants qui étaient dans le public au Japon, du jour où les écoles ont fermé, il a fallu des semaines avant qu'un système de relais soit mis en place. Via Internet, Pour les écoles privées, ça a basculé du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que les écoles privées étaient toutes équipées d'ordinateurs, que les enfants avaient l'habitude de l'utiliser, alors que dans le public, on ne l'utilisait pas du tout. Et donc, la crise de la Covid aussi a posé beaucoup de questions au Japon, parce que, comme chez nous, les parents ont été sommés de faire classe en quelque sorte. Sauf que si les parents font classe,
l'enseignement va être différent d'un enfant à l'autre. Donc du coup, comment on va faire pour qu'à l'année +1, +2, +3, il soit évalué de la même manière? Donc ça a posé des questions absolument fondamentales sur le rôle de l'école, sur le rôle des parents, et puis avec l'idée que si, dans la crise de la Covid, toutes ces inégalités qui apparaissaient étaient tolérables, pourquoi ne pas les reproduire dans une année sans Covid? C'est-à-dire, est-ce que l'école est obligée d'être si uniformisatrice ou si moyenniste, puisque, de fait, on se rend compte qu'en cas de crise, le système continue de tourner, voire que les autorités reviennent sur les principes qu'ils ont imposés à la population pendant 50 ans. Voilà. Dernière chose que je voudrais, juste un mot, c'est de dire que ce qui distingue aussi le Japon en matière d'éducation de notre système, c'est que, par exemple, supposons que vous vouliez écrire une histoire de l'éducation au Japon depuis 1945. Donc vous pourriez avoir comme titre « Histoire de l'éducation au Japon depuis 1945 ». Pardon, excusez-moi, je fatigue. Vous voulez écrire une histoire de l'éducation en France depuis 1945. Ces livres, ils existent, Antoine Prost en a écrit, etc. Si vous faites l'histoire de l'éducation en France depuis 1945, vous allez avoir, vous commencerez par l'immédiate après-guerre, le Conseil de la Résistance, le plan Langevin-Vallon, le développement donc des universités, des collèges, la politique sous le général de Gaulle, puis vous aurez Pompidou, puis vous aurez les libéraux avec Giscard d'Estaing, puis vous aurez la gauche avec Mitterrand, puis vous aurez de nouveau la droite, de nouveau la gauche. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez avoir une histoire de l'éducation en France qui a évolué, parce qu'elle est composée de plein de choses, de points de vue différents. Au Japon, en fait, si vous faites une histoire de l'éducation du Japon depuis 1900, on va dire 50 ou 55, vous ferez une histoire de l'éducation, non pas japonaise, mais du Parti libéral-démocrate. Parce que ce parti est au pouvoir depuis 70 ans. Donc, il n'y a jamais eu au Japon une alternance politique. Il y en a eu de très courtes, mais qui n'ont pas donné de changement. Il n'y a jamais eu d'alternance politique, ce qui fait que le système éducatif au Japon, il est en fait voulu par un seul et unique parti politique depuis 70 ans. Et donc c'est pour ça que la deuxième particularité, c'est que ce parti, sur 70 ans, il a considérablement évolué d'une politique absolument étatiste, dominatrice, comment on peut dire, centralisée, etc., vers aujourd'hui, à cause de l'éclatement de la bulle, un même parti dans lequel les néolibéraux et les néo-nationalistes ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de dérégulation de l'école. Et ils se heurtent, c'est une partie des problèmes que le système éducatif a aujourd'hui au Japon, c'est qu'ils ont alors là, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais aujourd'hui, le système éducatif japonais, il est traversé par une tension très forte entre la volonté de déréguler, de flexibiliser le système éducatif pour l'adapter à l'époque actuelle et à l'économie globalisée, et dans le même temps, il faut que, comme il y a la tendance néo-nationaliste qu'incarnait Abe Shinzo et l'actuel Premier ministre, il faut en même temps continuer de fabriquer des Japonais, qui soient 100% japonais. Donc, qui soient calqués sur cette logique de moyennisme, vous voyez. Or, les deux, c'est impossible d'avoir les deux en même temps. Donc, il n'y a que deux options, où le système explose, ou, ce qui ne sera pas le cas, où, en fait, le système va se couper en deux, avec un système qui va se dégager pour les élites, dans lequel il y aura
on mettra des rédactions, on mettra de la dissertation, de la création, de l'invention, de l'inventivité, etc. Et puis un autre système qui va continuer à fabriquer le japonais mainstream, hein, c'est-à-dire celui que l'État veut qui soit fabriqué. Et là, je dis vraiment les mots fabriqués. Hein, produit par le système, parce que comment on peut dire, l'harmonie sociale, la paix sociale au Japon, l'ordre social, il est garanti par le système éducatif. Et sur ça, les néolibéraux, qui sont aussi néonationalistes, ne veulent pas revenir. Et dernier mot, c'est pas moi qui dis ça. Enfin, moi, je vous le présente et je l'ai analysé avec question de l'eugénisme, etc. C'est pas moi qui le dis. Dans l'ouvrage, je traduis beaucoup de textes japonais où les Japonais eux-mêmes disent ça sur leur propre système. Simplement, ce n'est pas l'image qui nous vient en général et ce n'est pas la conception du système éducatif que l'on a. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop confus. J'ai essayé d'expliquer ce livre. Rassurez-vous, donc 550 pages, il y a beaucoup de choses que je n'ai absolument pas abordées. Qui essaie de détailler, d'expliquer, d'argumenter plus précisément ce que j'ai essayé d'évoquer aujourd'hui. Voilà. Bonjour, je m'appelle Tomohiro, japonais, et je suis venu à Toulouse il y a 3 mois. Je suis étudiant de l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Et votre présentation était intéressante. Surtout, j'étais à Yobiko pour réussir l'examen de Senta Shiken. Il y avait beaucoup de problèmes, mais enfin, j'ai réussi. Et aussi l'égalitarisme et l'égalité. Et la différence est intéressante aussi. Et Noryokushugi, méritocratie sont aussi très intéressants. Le sujet intéressant pour moi. Et ma question est... j'ai une question à propos de méthodologie dans votre livre. J'imagine que l'écriture de ce livre veut prendre beaucoup de temps. Et votre ouvrage couvre la sociologie et la pédagogie et l'économie. Et vous aviez prévu le départ d'utiliser ces disciplines ou vous avez élargi votre approche au fil de la recherche? Merci. En général, c'est bien parce que dans ces réunions, il y a toujours un Japonais qui vient. Et en gros, où il démontre ce que vous avez fait, où il dit que c'est l'exemple type. Mais là, je vais répondre à la question. Donc, en fait, dans cet ouvrage-là, je parle très peu de pédagogie. Au départ, moi, je suis instituteur. Hein, et donc, mon premier ouvrage, qui était sur la lecture, parlait de pédagogie. Mais vraiment la pédagogie, c'est-à-dire comment on enseigne très concrètement. Là, il y a très peu de pédagogie. C'est plutôt, on va dire, sociologie et historique. Et effectivement, il y a aussi une dimension économique dans le chapitre sur l'école et tout ça, et où là, j'avoue que je sors de ma spécialité, mais j'ai été obligé, parce que, en plus des coûts que je vous ai donnés, le coût de l'éducation au Japon, j'ai été aussi obligé d'expliquer le niveau de vie des Japonais. Et là, j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, mais le revenu moyen des Japonais s'est complètement écroulé en 10-15 ans entre le début des années 2000 et aujourd'hui. Donc là, effectivement, j'ai abordé un peu l'économie, qui n'est pas du tout mon domaine. Et ça, comme vous le disiez, c'est au fur et à mesure, en fait. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas juste... Parce que si je vous donnais les prix, le coût de l'éducation, ben oui, vous auriez le coût équivalent en euros, mais si les Japonais avaient des revenus qui étaient 10 fois nos revenus, ça ne posait pas de problème. Or, bien sûr, ce n'est pas du tout le cas. Donc, effectivement, là, j'ai dû m'aventurer un petit peu dans un domaine qui n'est pas le mien, quoi. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai vécu au Japon aussi il y a presque 40 ans. Et j'ai aussi enseigné dans un lycée pendant 2 ans. Et ce qui m'avait frappée, je ne suis pas du tout une spécialiste, j'ai juste une expérience humaine, c'est que j'ai tout de suite eu l'impression que le système éducatif avait pour objectif de former des futurs citoyens
aptes à fonctionner dans un système. Il y avait assez peu de développement comme vous dites, de personnel, etc. Juste une chose sur le coût. Évidemment, les chiffres que vous avez cités sont assez effrayants, mais c'est la part qui revient aux parents, si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Si on compare avec notre système à nous, la part qui revient aux parents est souvent moins élevée, mais ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas aussi. Je suis d'accord. Hein, donc il faut comparer des choses comparables aussi. Et ma dernière question est, vous semblez dire qu'il va y avoir une sorte de Big Bang dans l'éducation japonaise, ou au moins une séparation assez marquée. Le Big Bang, j'y crois pas. Voilà. Mais vous la prévoyez, entre guillemets, même si vous n'avez pas de boule de cristal, pour quand et combien de personnes, à votre avis, vont être laissées sur le bord de la route? Ils ne seront pas laissés sur le bord de la route. Ils continueront tel que ça se fait aujourd'hui. Et en fait, pour moi, je ne la prévois pas dans le futur, c'est en cours aujourd'hui. C'est-à-dire que les écoles privées, les collèges à partir des collèges privés, les collèges privés gagnent de plus en plus d'autonomie par rapport au courant mainstream de l'école. Par exemple, je vous disais les concours, dans les concours d'entrée, je vous dis, il n'y a pas d'épreuve de dissertation ou autre, mais il s'agit des concours collectifs, c'est-à-dire des concours publics, on va dire. Dans les deuxièmes concours qu'on passe pour intégrer les meilleures universités privées ou publiques, vous avez des dissertations, par exemple. On a introduit ces épreuves pour les élites. On a d'autres exemples. Vous avez si on prend les manuels scolaires, par exemple, vous savez que les manuels d'histoire posent problème au Japon. Et en fait, ils posent problème. Il pose problème parce qu'il ne pose pas de problème, à mon avis. C'est-à-dire qu'il pose problème parce qu'il y a des manuels d'histoire révisionnistes qui sont apparus, mais qui ne sont pas du tout utilisés dans les écoles, dans les collèges et les lycées, justement parce que la plupart des manuels sont tout à fait corrects. Par contre, la plupart des manuels reposent sur une sorte de bourrage de crâne, de dates, de trucs à prendre. Et vous avez une maison d'édition, enfin, vous avez des enseignants d'histoire qui se sont regroupés dans une société qui s'appelle Manabisha, et ils ont fabriqué leur propre manuel d'histoire. Et ils l'ont fabriqué sur des bases différentes, c'est-à-dire sur la réflexion, sur l'enquête, sur l'expérience. Ce manuel, après beaucoup de remarques, le ministère de l'Éducation a été obligé de l'homologuer parce qu'il respecte les textes, mais la méthode est radicalement différente dans la transmission des savoirs. Bien, ce manuel, il n'a été utilisé, il n'est utilisé aujourd'hui que dans les collèges et les lycées privés d'élite. Parce que là, le contrat dans ces lycées, dans ces collèges et ces lycées, avec les parents, c'est qu'il faut créer des leaders du Japon de demain. Donc, il faut avoir des gens qui réfléchissent, qui discutent, et pas juste qui répètent les choses. Qui vont sortir du système privé dont vous parlez. Est-ce que leur ambition, ce sera d'intégrer Todai? Bien sûr. Donc, si ayant été formés de cette manière, ils intègrent Todai, peut-être qu'ils vont accéder à des postes de responsabilité qui, dans 10, 20, 30, 40 ans, feront que l'espèce d'hégémonie dont vous parlez du parti au pouvoir depuis 70 ans va... oui, à condition que la formation soit politique aussi. Hein. Enfin, moi, je n'irai pas jusque-là quand même. Mais juste pour vous donner quand même un exemple le Japon, pays égalitaire, Todai recrute tous les ans 3000 étudiants. Sur ces 3000 étudiants, il y en a 1500, la moitié, qui viennent, d'après vous, de combien de lycées différents? De 34 lycées. 34 lycées d'élite fournissent la moitié des étudiants de l'ENA, si on fait un équivalent.
Donc le système, il n'est pas du tout égalitaire. Et par contre, ces élèves-là, ces étudiants-là, eux, vont être préparés. Parce que, en fait, entre les années 80 et aujourd'hui, c'est pas le système qui a changé scolaire, c'est l'économie. C'est le type d'ouvriers, d'employés dont le pays a besoin. Et donc, le pays a besoin de personnes créatives, inventives, disruptives, que l'école japonaise ne forme pas. Et au Japon, il y a un hiatus entre les demandes, l'économie, je me souviens plus comment, je crois qu'il s'appelait Morita, le patron de Sony, donc il est décédé maintenant, mais dès les années 90, il demande à l'école d'évoluer. Il dit, on va se priver de toute une génération de personnes qui vont pouvoir répondre aux nouveaux besoins de l'économie. C'est annoncé, hein, je veux dire, c'est pas il y a eu des signaux d'alerte, mais dans ces années-là, il était plus important d'avoir le même type d'individus, le même type de travailleurs, et surtout, on l'oublie, parce qu'un système éducatif, c'est aussi là pour garantir l'ordre social. Et au Japon, l'école forme des Japonais. Je veux dire, nous, tout le monde, on prend toujours l'exemple. Vous avez France-Argentine à Toulouse en foot pour la Coupe du Monde de foot. Vous avez Japon-Fidji au stadium lors de la dernière Coupe du Monde de rugby. Les Japonais nettoient la moitié du stadium. Ils arrivent avec des sacs poubelles et ils repartent. Tous les sacs poubelles sont déposés. Vous pensez que c'est génétique, ça ? Non. C'est de l'entraînement. D'ailleurs, on ne peut pas faire autrement. Donc, on le fait. Alors oui, là, on est admiratif. Ben oui. Mais la question qu'il faut se poser, c'est si soi-même on était élevé dans ce système-là, est-ce qu'on accepterait ? Parce que pour arriver à ça, il faut accepter bien d'autres choses que le système français ou nous-mêmes en tant que Français, on n'accepterait pas aussi facilement. C'est l'heure. Il s'agissait de Christian Galland, auteur de L'école japonaise au défi des inégalités, la fin du mythe égalitariste, édition Le Bord de l'eau, à la librairie Ombre Blanche le 1er décembre 2025. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.